cher Jean-François Caron, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien. On a 2 choix de sujets ce matin, mais je dois dire que je me suis délecté devant tes trouvailles de plagiat du sinistre Carney avec sa thèse. C'est toi qui as trouvé ça? Je sais que tu as relayé ça sur X, mais c'est juteux anti-péché. Ça m'a été envoyé par quelqu'un parce que je trouve ça un peu particulier. Habituellement, les thèses de maîtrise de doctorat sont disponibles au public sur le répertoire des bibliothèques universitaires. Puis la thèse de Carney est accessible uniquement aux profs puis aux étudiants de l'université Oxford. Donc, c'est un prof ou un étudiant de l'université qui a refilé la thèse. Puis on est en mesure là, d'y jeter un coup d'œil. Puis tu as à peu près une quinzaine de cas de phrases copiées-collées qui viennent là, des ouvrages là, d'autres auteurs. T'es le seul à relater ça? Ben, ça a été dans le National Post. L'histoire, oui, mais les textes tels que tu nous les montres sur X, la preuve comme telle, moi, désolé, je manquais ça. Là. Tu me dis que le National Post les a imprimés? Ils n'ont pas imprimé, mais ils ont relaté les codes de copier-coller. Mais ouais, ils n'ont pas mis les... mais attends un peu. Ton copier-coller, là, hey, c'est quelque chose, là. Copier-coller, les saisies d'écran que tu as fait, les livers, aller sur le compte X de Jean-François Caron, c'était écœurant. Il a plagié, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui n'était pas au courant, Jean-François. Il a plagié. C'est pas connu, ça! Ben non, les médias n'en parlent pas. Sauf le National Post il y a une semaine, mais il n'y a aucun média québécois qui a repris la chose. Puis je pense qu'on peut légitimement se poser la question. Si Pierre Poilievre avait fait ça, ça serait mur à mur dans tous les journaux, là. Puis tu aurais tous les profs d'université qui seraient appelés à commenter puis à poser un jugement sur si c'est un cas de plagiat qui nécessiterait le retrait du diplôme ou etc., etc. Tu sais, c'est pas normal. C'est pas normal parce que, je m'excuse, c'est du vol de propriété intellectuelle. Puis dans les universités, le copier-coller comme ça, puis je le sais, à chaque année, je pogne plusieurs étudiants. Puis c'est malheureux, mais les sanctions qu'on leur impose, là, c'est pas drôle. Là. Dans ton pays, si tu payes? Il y a à peu près autant de cas de plagiat que j'en avais quand j'enseignais au Québec. Non. Ben, ce que je veux dire, c'est, dans ton pays, la sanction, est-ce que c'est pire? Un genre de camp de rééducation dans une mine de charbon, quelque chose de même, non? Ben, je te dirais que c'est plus sévère que ça peut être le cas au Canada parce que nous, normalement, tout dépendamment des cas de sévérité, mais un étudiant qui se fait prendre pour la 2e fois peut se faire expulser de l'université. C'est clair. C'est du vol, tu l'as dit. C'est ça, c'est du vol, tout simplement. La vol de... C'est ça. Ceci dit, il y a beaucoup de politiciens allemands, puis partout en Europe, qui se sont fait pogner aussi à plagier leur thèse de doctorat, mais eux, dans leur cas à eux, c'était des paragraphes entiers. Dans le cas de Carney, c'est des phrases. Une phrase ou 2 phrases. Mais vraiment, là, des cas d'anciens ministres, par exemple, l'ancien ministre de la Défense ou des Affaires étrangères en Allemagne, lui, c'était des paragraphes complets, là. Puis l'université lui a retiré son doctorat. Le gars est obligé de démissionner comme ministre. T'sais, il est parti dans l'opprobre, là. Dans le cas de Carney, je veux dire, en termes de problématiques, c'est que des phrases. Une phrase ou 2 phrases, c'est pas des paragraphes entiers. Donc la question, est-ce que ça justifierait le retrait de son diplôme? Ben, on va pas là. Il n'y a personne qui demande ça. C'est juste qu'on veut l'exposer tel qu'il est, là. Ben, c'est ça. C'est pas honnête. T'sais, on s'attend à la base que beaucoup de politiciens font des promesses qu'ils vont pas respecter. C'est pas des gens qui, en termes d'honnêteté, là, ils scorent très haut dans les sondages d'opinion. Mais voler des idées qui appartiennent à d'autres, dans le monde académique, je pense qu'il y a rien de plus bas que ça. Est-ce que tu voudrais... Oui. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a jamais fait carrière à l'université. Peut-être que les gens ont jugé que ses idées n'étaient pas suffisamment originales parce qu'il est piqué à quelqu'un d'autre. Hein? Dis-moi donc, veux-tu parler de la panique Trump? La panique Trump qui fait faire des bien drôles de choses. Oui. Ben, la peur, hein, c'est un instrument politique de contrôle formidable. Vous l'avez vu pendant la pandémie. Il a suffi de dire plein de choses à la télévision pour que les gens en viennent accepter des limitations importantes à leur liberté individuelle. Puis c'est indéniable que ça a été possible uniquement par l'instrumentalisation de ce sentiment-là. Il faut être clair, là, la peur, c'est un sentiment normal. On la ressent tous à différentes étapes de notre vie, mais au fur et à mesure où on vieillit, bien, on en vient à acquérir l'expérience nécessaire, la sagesse pour bien la contrôler. Donc, il doit y avoir une différence entre un adulte puis, par exemple, un enfant de 5 ans qui a peur du monstre qui se cache dans son garde-robe ou en dessous de son lit. Mais l'enfant,
On lui apprend en lui expliquant que les monstres, ça n'existe pas. On ouvre la porte du garde-robe pour lui prouver qu'il n'y a pas de monstre là. On lui demande de regarder lui-même sous le lit pour lui montrer que ces craintes-là sont pas fondées. Puis c'est graduellement, l'enfant va gagner en sagesse, puis va apprendre non seulement à contrôler ses craintes irrationnelles, mais aussi à les surmonter. Or, la pandémie a montré que les Québécois avaient des peurs infantiles. Puis je suis désolé de le dire, mais la pandémie a permis de démontrer que les Québécois ont 5 ans d'âge mental. Puis les gouvernements, plutôt que de les rassurer en leur expliquant que les monstres n'existent pas, ont plutôt préféré instrumentaliser leurs peurs pour mieux les contrôler. Donc c'est une arme politique qui est redoutable, qui permet de contrôler les gens qui sont mentalement indigents. Puis ça, c'est le fond de la campagne de Carney. Il joue sur la peur de la fameuse guerre commerciale avec les États-Unis. Il l'instrumentalise à un degré extrême, à tel point que c'est la seule et unique question de l'urne qui lui permet de ne pas avoir à justifier le bilan catastrophique des libéraux depuis presque 10 ans, puis pour ne pas avoir à répondre à toutes les questions légitimes qu'on devrait poser sur lui. Si vous l'avez vu vous-même dans un dernier sondage, il y a quelques jours, les Québécois reprochent à Carney son refus de participer au débat en français, puis ils lui reprochent de ne pas être suffisamment transparent sur ses liens d'affaires. Mais comme ils ont peur, ils vont voter massivement pour lui. Ben, je m'excuse, mais c'est pas une réaction d'adultes responsables, mais d'enfants de 5 ans qui acceptent tous les sévices de ses parents sous prétexte qu'ils protègent, malgré tout, du monstre qui est caché dans le garde-robe. Puis une réaction comme celle-là, ben, ça mène à des comportements juvéniles qui sont complètement débiles puis indignes de la part d'adultes. Vous l'avez vu, là, aux États-Unis, le gars aux États-Unis qui s'essuie, puis je vais essayer d'être le plus poli possible parce que c'est le matin pour les gens qui nous écoutent. Une tartinade. Qui s'essuie exactement sur une Tesla. Puis les autres qui rayent les Tesla ou qui peinturent dessus des croix gammées. C'est des comportements indignes d'adultes qui s'expliquent précisément parce qu'ils sont pas des adultes mentalement, mais c'est des enfants qui sont affolés, puis que le gouvernement est en mesure de contrôler facilement. Ça me rappelle un classique de la sociologie, La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui écrivait ceci: « Peu porté sur le raisonnement, les foules sont au contraire très aptes à l'action. » À quel type d'action? Celles qui exigent des facultés de réflexion très faibles, puis qui peuvent même se révéler être dommageables pour soi-même ou les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont guidés par la peur, puis il suffit qu'un politicien le moindrement habile soit là pour instrumentaliser cette peur-là à son avantage. Puis c'est comme ça qu'on voit des gens soudainement perdre la map, puis en venir à agir de manière complètement irrationnelle en désignant du jour au lendemain telle ou telle personne comme des ennemis. Puis le meilleur exemple, c'est Musk, qui est passé en l'espace de quelques années de sauveur de la planète. De héros à zéro. Ben oui, qui est de sauveur de la planète à nazi en puissance. Puis ça, en fait, d'une certaine façon, c'est drôle parce que ça nous permet de nous amuser des meltdowns de nos gauchistes préférés, à commencer par Amir Kadir, qui est désormais pogné avec sa Tesla. Mais donc, le résultat, c'est plate à dire, mais il n'y a rien à faire. Dans un contexte comme celui-là, les Québécois sont des cas désespérés qui sont connus pour se jeter dans les bras de n'importe qui se promet de les sauver. Donc, ce sont d'éternels enfants incapables de développer la maturité qui s'impose. Donc, puis, dans un contexte plus large, c'est pas étonnant que les Québécois ont peur d'un modèle alternatif qui ferait une plus grande place au privé, puis qui continue à embrasser aveuglément un système qui s'effondre de partout. Donc, après ça, c'est facile de convaincre ces gens-là qui ont peur de tout, qu'Éric Duhem est d'extrême droite, pour ne pas citer un de vos invités de cette semaine. Dégueulasse, Phil LeBurn qui est allé dire ça. Ouais, l'extrême droite, là, on lance ça... On dirait que le poids des mots n'a plus de valeur, hein? Extrême droite, tête-leur! Oui, sérieusement, tu as envie de demander à Blackburn, OK, extrême droite, explique-moi c'est quoi l'espace vital d'Éric Duhem? C'est-tu le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Maine, le Labrador? Quelle catégorie de personnes il a envie d'envoyer dans des camps de concentration, là? Il va mettre en place une discrimination, là. OK, laquelle? C'est ça de l'extrême droite. Mais on lance ça comme ça. Puis pourquoi est-ce que les politiciens lancent ça comme ça? Parce que ça marche. Parce que les gens, ils ont 5 ans d'âge mental, puis ils sont prêts à croire à n'importe quel bonhomme 7 heures qu'on va leur présenter. Puis, est-ce qu'on peut grandir où on n'est jamais à 5 ans d'âge mental? Ben, je pense qu'il faudrait que les médias arrêtent d'être complaisants puis de miser à fond la caisse dans une campagne de peur comme ils font depuis 2 mois. Vous avez vu essentiellement les mêmes nouvelles récemment que pendant la pandémie. Il y a une nouvelle il y a 7 jours qui disait ceci: le torche-cul risque de manquer au Costco à cause des tarifs. Ah, je sais. Donc,
Tout indique en effet que l'application de nouveaux droits de douane prévus sur le bois d'œuvre canadien perturbera aussi la chaîne d'approvisionnement de papier de toilette. Non, on revu le film. L'agence Bloomberg. On revu le film. En terminant, Jean-François. En terminant, des gens rationnels qui sont capables de faire face à la réalité devraient tout simplement se dire que des questions comme celle-là, la politique, l'économique, a des règles qui sont facilement compréhensibles. Puis la principale raison qui va faire en sorte que Trump va devoir reculer avec ses tarifs, c'est parce que les marchés n'ont pas apprécié. Le dollar américain a perdu un peu de sa valeur, les actions ont perdu leur valeur. Puis là, vous commencez à avoir c'est contre-productif politiquement parce qu'il y a 4 sénateurs républicains qui désormais s'opposent à Trump sur la question des tarifs. Fait qu'il ne faut pas capoter. La politique et l'économie ont des règles de fonctionnement propres que l'adulte raisonnable et éclairé est en mesure de comprendre. Malheureusement, c'est pas le cas des enfants de 5 ans. qui vivent dans le dôme. Merci beaucoup, Jean-François. Salut, bye!